Non, t'as jamais vu d'IRM? Jamais. Depuis le début des années 2000, grâce au progrès fascinant de l'imagerie cérébrale, les sciences du cerveau sont en plein essor. Elles réalisent des avancées majeures dans la compréhension du fonctionnement du cerveau. Et elles investissent de manière inédite le champ de l'éducation. C'est parti? C'est parti. Certains chercheurs construisent une nouvelle discipline, la neuroéducation. Ils rêvent d'une pédagogie nouvelle, basée sur la science et libérée d'une approche idéologique ou intuitive. Ce qui est tout à fait nouveau, c'est l'émergence des technologies d'exploration du cerveau humain in vivo, c'est-à-dire à travers la boîte crânienne, alors que l'enfant, l'élève ou l'adulte est en train de résoudre une tâche cognitive. Je pense que les sciences fondamentales sur le cerveau, ce que l'on appelle les neurosciences, et les sciences cognitives en général doivent être utiles pour révolutionner l'école d'aujourd'hui ou de demain. Le cerveau, l'organe de l'apprentissage, est aujourd'hui un peu moins mystérieux. L'imagerie cérébrale a permis de révéler son incroyable plasticité. C'est-à-dire que les réseaux de neurones, connectés les uns aux autres grâce aux synapses, se réorganisent en permanence, en fonction des apprentissages, des expériences vécues. Et la production de neurones ne s'arrête pas à l'âge adulte comme on l'a cru pendant longtemps. Elle continue tout au long de la vie. Il y a quand même un pic de plasticité remarquable qui se produit particulièrement dans les petites années de la vie. Entre 0 et 6 ans, il y a une plasticité massive. Il y a surproduction de synapses, élimination de synapses dans le cerveau à un rythme fou. C'est plusieurs millions de synapses chaque seconde qui se modifient dans le cerveau de l'enfant. Et cette plasticité est le support de l'apprentissage. Nous sommes des êtres conçus pour apprendre. Au cours des 18 premiers mois environ, les enfants vont apprendre à parler. Et personne ne leur enseigne comment le faire. Vous ne pourriez pas, c'est bien trop compliqué. Vous ne convoquez pas votre enfant de 18 mois pour lui dire « il faut qu'on parle ». Ou plutôt, si. Et c'est comme ça que ça va marcher. Ils absorbent tout, comme des éponges. En effet, certains réseaux neuronaux, comme celui du langage, semblent génétiquement programmés dès la naissance, fruit de millions d'années d'évolution de l'humanité. D'autres activités, en revanche, comme la lecture, apparue beaucoup plus récemment, sont plus difficiles à acquérir. La petite biche. Résultat, des chercheurs expérimentent aujourd'hui des logiciels éducatifs pour essayer d'améliorer l'apprentissage de la lecture. Les sciences cognitives sont en train d'investir les salles de classe, et elles suscitent autant d'engouement que de crainte. Faut-il redouter qu'elles réduisent l'élève à son cerveau? Ou peut-on espérer, au contraire, qu'elles permettront de dessiner de meilleures pratiques pédagogiques et de construire une autre école, plus performante et moins inégalitaire? Pour qu'un enfant apprenne mieux, les chercheurs en sciences cognitives préconisent de renforcer les piliers cérébraux de l'apprentissage, les grands mécanismes du cerveau qui déterminent la vitesse et la facilité d'apprentissage. Le premier de ces piliers, c'est l'attention, un mécanisme particulièrement décrypté par les scientifiques de l'Université d'Oregon, au nord-ouest des États-Unis, qui abrite notamment le laboratoire de développement du cerveau. Let's go take a seat. We'll play with these toys next. L'équipe du laboratoire a mis en place un programme de recherche qui a suivi plus de 800 enfants de maternelle. Comme ici, Amelia, âgée de 4 ans. Sa mère l'accompagne à intervalles réguliers pour que ses capacités d'attention soient mesurées grâce à la technique de l'électroencéphalographie. Nous utilisons depuis longtemps l'électrophysiologie pour étudier ce que nous appelons l'attention sélective. C'est la capacité de notre cerveau à filtrer ce qu'on appelle les informations distractives et ainsi augmenter le volume des informations sur lesquelles nous voulons nous concentrer. Et c'est une compétence essentielle pour les enfants, dans l'environnement d'une salle de classe par exemple, où on veut être capable de filtrer les informations distractives de nos camarades de classe qui bavardent à côté de nous, ou qui jouent, ou quoi que ce soit d'autre, et ainsi écouter attentivement le professeur.
the teacher, for example. This is a test of selective attention. Count how many times the players wearing white pass the ball. The correct answer is 16 passes. Did you spot the gorilla? For people who haven't seen or heard about a video like this before, about half miss the gorilla. If you knew about the gorilla, you probably saw it. But did you notice the curtain changing color or the player on the black team leaving the game? Nice. Let's rewind and watch it again. Here comes the gorilla, and there goes a player, and the curtain is changing from red to gold. Nice. C'est ce qu'on appelle la cécité attentionnelle. On est tous, par moments, aveugles attentionnels, parce que notre cerveau a projeté sur cette scène réelle une activité de calcul, de traitement quantitatif, et non pas de catégorisation, de traitement qualitatif. Si on vous avait dit « attention, vous devez distinguer si c'est un homme ou un animal », immédiatement, vous auriez vu le gorille. Donc, c'est très impressionnant, cette recherche, parce que ça vous montre que la conception naïve selon laquelle on a un cerveau qui perçoit objectivement le monde est tout à fait fausse. Notre cerveau est toujours guidé par ses idées, ses intentions, la consigne qu'on nous donne. Ce qui est extraordinaire avec ce test, c'est la certitude que les gens ont qu'ils auraient dû voir. S'il y avait un gorille, ils auraient dû le voir. On surestime notre capacité de percevoir le monde extérieur. Et on ne se rend pas compte que, non, en toute honnêteté, il y a des gens qui peuvent vous dire « non, je ne vois pas, je ne l'ai pas vu ». Et c'est comme ça que ça fonctionne dans les classes en particulier. Lorsqu'un enfant vous dit « je ne vois pas », il faut le prendre au sérieux. Ça n'est pas forcément un enfant qui fait exprès ou qui est un cancre. Ça nous arrive tous de ne pas réussir à comprendre à quel niveau il faut orienter notre attention. Et pourtant, c'est un déterminant fondamental de l'apprentissage. Donc, personnellement, je pense que c'est le talent le plus important d'un enseignant que d'arriver à orienter l'attention de l'enfant et à l'orienter vers le bon niveau de traitement, celui qui est pertinent pour l'apprentissage, pour ce qu'on cherche à faire apprendre à l'enfant. You got it? Okay. What we're going to do is we're going to have one story coming out of this speaker, and we're going to have a totally different story coming out of that speaker. You're going to try really hard to listen to one and to not listen to the other one, okay? It's kind of hard, but I think you can do it. All right? I love Wild Brown Bear, and I love you, Blue Kangaroo. Blue Kangaroo lay on the edge of the bed and started to yawn. In the middle of the night, Lily rolled over. Then Tiny Teddy rolled over. Just with those caps on the Avec ces head, capteurs sur la tête, nous pouvons mesurer l'activité électrique spontanée du cerveau. Le cerveau fonctionne très rapidement et nous mesurons cette réponse toutes les 4 millisecondes. Et lors de nos recherches, nous avons découvert que les enfants de milieux socio-économiques défavorisés n'ont pas la même réponse du cerveau à un stimulus de l'attention que les autres groupes d'enfants, qui est de 1/10 de seconde. Nous savons que d'un point de vue statistique, les environnements pauvres à bas statut socio-économique sont plus chaotiques, moins prévisibles, et cela génère du stress. Et ce qui se passe, c'est qu'au fil du temps, si ce stress est chronique, il peut affecter les parties du cerveau qui sont importantes pour s'autoréguler, pour se concentrer et pour réguler ses émotions. C'est ce qu'on appelle un stress toxique. Pour essayer de lutter contre ce phénomène, l'équipe du laboratoire a mis en place depuis 2007 un programme scientifique dans des écoles de l'Oregon participant au programme préscolaire américain Head Start, qui offre des services éducatifs et sociaux aux enfants de familles à faible revenu. What do we say? Let's help him. Les chercheurs ont mis au point toute une série de techniques pour entraîner les capacités d'attention des enfants, qui sont utilisées à la fois à la maison avec leurs parents et à l'école avec leurs professeurs.
C'est la 4e année que nous participons à ce programme, Créer des connexions. Nous parlons de la façon dont le cerveau contrôle tout ce qu'on fait et nous faisons de petites activités. Par exemple, décrire les émotions, décrire la manière dont nous nous sentons. Oh no, look at that. How do you think he's feeling now? Sad. Is he a little bit sad or is he very sad? Very sad. Throw the stick away. Yeah. Ensuite, on se concentre sur tout un tas de respirations différentes. Il y a la respiration du moulin à vent, la respiration du gros oiseau, la respiration du ventre. Ready? We're going to take a big deep breath before we sing. Ready? Breathe in. Ready? We're going to breathe in. Nice job. My body feels calm. Does yours? It feels great. We do that a lot. Nous faisons throughout cela the day. souvent tout au long de la Just journée. focusing on On se concentre them sur ça realizing pour their qu'ils body réalisent needs que to leur calm corps down a and besoin de this se is the way to do calmer. it. And then, Ensuite, take a deep work on on travaille sur la focus, tension en marchant le long de cette corde. Cela aide également à apprendre l'autorégulation, la régulation émotionnelle. Nice and slow and Plus tard dans l'année scolaire, on refera cette activité, mais en y introduisant une personne avec un instrument ou quelque chose qui fait du bruit pour essayer de les distraire. Et il suffira de leur rappeler de rester concentrés sur leurs pieds. J'aurais aimé avoir ce programme quand j'étais petite. Peut-être que je pourrais me concentrer un peu mieux aujourd'hui. C'est quelque chose dont on a besoin toute la vie. Depuis 2014, le programme est mené dans la classe et tout au long de l'année. Avant, il avait lieu dans des petits groupes en dehors des heures d'école et les chercheurs ont obtenu des résultats très prometteurs. Nous avons pu montrer que les enfants qui ont été désignés au hasard pour participer à cet entraînement dont nous avons parlé, qui s'appelle aujourd'hui Créer des connexions, et qui implique beaucoup de travail avec les parents ainsi que les activités d'entraînement du cerveau, les enfants de ce groupe, après une période d'entraînement de 8 semaines, ont montré une réponse cérébrale pour l'attention sélective de 1/10 de seconde, que vous voyez ici en vert, similaire à ce que nous voyons dans les groupes d'enfants issus de milieux socio-économiques plus favorisés. Nous avons donc pu démontrer que la fonction cérébrale pour l'attention sélective s'améliore avec ce programme d'entraînement, comparé aux 2 autres situations expérimentales. Chez les jeunes enfants, l'attention est encore peu développée, car elle dépend du cortex préfrontal, la partie du cerveau située juste derrière le front, qui n'arrive à maturité qu'à l'entrée dans l'âge adulte. C'est une sorte de chef d'orchestre, le siège de ce que les scientifiques appellent les fonctions exécutives, c'est-à-dire celles qui permettent de réguler les autres fonctions cognitives et qui sont donc cruciales pour les apprentissages scolaires. L'attention des enfants est ainsi régulée par 3 grandes fonctions exécutives. Le contrôle inhibiteur, pour résister aux sources de distraction nombreuses dans une classe. La mémoire de travail, pour garder en mémoire de manière temporaire des informations nécessaires, comme une consigne. Et la planification, pour organiser les étapes à suivre afin de réaliser une tâche. C'est des fonctions générales. C'est pas des maths, c'est pas du français. Ce que l'on découvre aujourd'hui avec les neurosciences, c'est qu'il y a aussi des processus généraux, transversaux, dépendant notamment du cortex préfrontal, sans lesquels aucun progrès sérieux et stable n'est possible. À Gennevilliers, au nord de Paris, dans une maternelle publique située en zone d'éducation prioritaire, une expérience pédagogique menée entre 2011 et 2014 s'est appuyée sur cet enseignement des neurosciences, qu'il est important, pour bien apprendre, de mettre l'accent sur les fonctions exécutives des enfants, c'est-à-dire sur des compétences générales, comme savoir se contrôler, mémoriser ou planifier. On ne peut pas demander à un enfant d'apprendre quoi que ce soit s'il n'a pas des compétences et des fonctions exécutives bien développées. On ne peut pas.
Donc à Gennevilliers, ce qui s'est passé, c'est que parfois, pendant 6-7 mois, pour la plupart des enfants, nous n'avons abordé aucun apprentissage fondamental. Nous avons fait des tâches pratiques quotidiennes. Donc, c'est prendre en charge déjà soi-même, s'habiller, se chausser, se déchausser. Donc, on avait tout un système de petits chaussons pour arriver en classe, donc ils devaient retirer leurs chaussures. Tout ça n'est qu'un prétexte. Ça permettait juste de leur donner des situations dans lesquelles ils allaient pouvoir exercer ces compétences. Les enfants prenaient soin de la classe, c'est-à-dire que dès que c'était un petit peu sale, ils passaient le balai, ils nettoyaient par terre. On faisait des petits goûters qu'ils préparaient avec des fruits, des légumes. Ils lavaient donc ensuite toutes les assiettes. Et il peut y avoir des conditions qui permettent encore d'optimiser l'exercice de ces compétences-là en rendant l'objectif très clair pour l'enfant, en lui disant voilà, par exemple, là, tu vois, on va nettoyer la table et il ne restera aucune goutte d'eau sur la table. Ça va être son objectif. Donc, du coup, toutes ces compétences vont converger et travailler ensemble pour qu'il n'y ait plus de gouttes d'eau à la fin sur la table. Donc, ça, c'est une façon de rendre l'objectif très explicite et puis de montrer à l'enfant comment faire de manière très ordonnée, très précise. Ça va piquer l'intelligence de l'enfant qui va vouloir reproduire la même chose de manière exacte. Et comme il va vouloir le faire de manière exacte, il va encore plus solliciter ses compétences exécutives parce qu'il faudra refaire tout un tas de choses très précises comme il l'a observé. Le deuxième grand mécanisme cérébral de l'apprentissage, c'est l'engagement actif. Un enfant apprend d'autant mieux qu'il est engagé dans son apprentissage. Un cerveau passif n'apprend pas. Au nom de ce principe de bon sens, bien connu des pédagogues et confirmé par les sciences cognitives, de plus en plus d'enseignants mènent des pédagogies actives et des projets d'éducation par la recherche, l'expérimentation. Comme ici, à Creil, dans l'Oise, où les élèves ont un projet basé sur l'observation des corvidés, les pies, les corbeaux et autres corneilles. Avec quelques 300 autres classes en France, ils font partie du programme Les Saventuriers, créé par le Centre de recherche interdisciplinaire, le CRI, qui fait figure de référence en matière d'innovation dans l'éducation. Les Saventuriers, c'est un programme d'enfants-chercheurs. Il a été montré par des chercheurs en sciences cognitives à Berkeley. C'est les travaux d'Alison Gopnik. On est tous nés chercheurs, on est tous capables d'observer le monde, d'expérimenter, de faire des erreurs, d'apprendre de ces erreurs et de réinventer la manière dont on réfléchit en fonction de ces observations. Tout ça, ça fait partie des spécificités des chercheurs, mais on les trouve de manière innée chez les enfants. Ça veut dire que les enfants sont des petits chercheurs, ça veut aussi dire que les chercheurs sont des grands enfants. On peut le voir dans un sens ou dans l'autre. Je me suis dit que, visiblement, la curiosité des enfants pouvait amener très loin. Et plutôt que de leur dire « passe ton bac d'abord, c'est pas au programme », est-ce qu'on peut les amener à, au contraire, découvrir que le questionnement est l'une des plus belles manières d'aborder la connaissance. Pareil. Il y a plusieurs oiseaux, il y a plusieurs types de corvidés. Dans cette classe de CM2, les élèves s'interrogent tout au long de l'année sur l'intelligence des corvidés, accompagnés par un mentor scientifique. Et ils doivent utiliser les connaissances acquises pour fabriquer notamment une mangeoire robotisée. Le groupe qui était en robotique hier, enfin en mangeoire, allez au tableau. Le capteur va dire au cerveau de dire au moteur de s'activer. Et après, on va le faire tourner à 90 degrés, le moteur va le faire tourner à 90 degrés et la pie pourra rentrer. L'équipe qui va travailler derrière vous, éventuellement, ce qu'elle peut peut-être demander, c'est est-ce que vous partagez vos documents, parce que c'est elles qui sont chargées maintenant, peut-être d'explorer la partie informatique. Alors, Dafaï et Thomas, vous confiez votre robot à qui? Sofiane et Laura. Le défi aussi, c'est de créer une loi comme quoi on ne pourrait plus chasser les pies parce qu'elles sont en voie de disparition. Les Français disent que la curiosité est un vilain défaut. Il y a beaucoup de pays qui considèrent que les enfants ne devraient pas se questionner. Et je pense que c'est une erreur. Moi, en fait, mon engagement citoyen est né quand la maîtresse de mon fils m'a dit « Il est charmant cet enfant, mais il pose des questions ». Mon métier, c'est de poser des questions. Et je pense que si on se contente de sélectionner nos enfants
sur leur capacité à mémoriser et à calculer, par exemple, comme un ordinateur a évidemment plus de capacité à mémoriser et à calculer, alors nos enfants risquent de se faire remplacer par des machines. Si au contraire, on développe des choses que les machines ne savent pas faire, comme le questionnement, comme la recherche du sens, comme la capacité à mettre en relation des domaines très différents, à ce moment-là, on leur permettra d'assurer un avenir. C'est une observation parce qu'on Un enfant actif dans ses apprentissages est davantage curieux. Et les chercheurs observent que cela entraîne dans le cerveau une libération de dopamine, l'hormone du plaisir. L'imagerie cérébrale indique une activation des neurones du circuit dit de la récompense, notamment au sein de l'hippocampe, cette petite structure du cerveau qui joue un rôle central dans la mémorisation à long terme. Notre cerveau, quand il a une récompense, un feedback, apprend beaucoup mieux, beaucoup plus finement. Et en classe, le professeur peut difficilement donner un feedback individualisé à chaque enfant dans un cours magistral. C'est pourquoi non seulement il faut de l'action, mais il faut aussi essayer de faire du travail par groupe. Quelques cours magistraux, bien sûr, on a tous le souvenir d'un excellent instituteur qui a fait un très bon cours, mais aussi beaucoup de travail par groupe. Des données de neurosciences montrent que les résultats sont nettement meilleurs pour la mémoire et après pour la restitution des raisonnements et des connaissances. Le troisième grand mécanisme cérébral d'apprentissage mis en évidence par les sciences cognitives, c'est l'erreur. Se tromper est non seulement normal, mais indispensable pour apprendre. C'est ce qui déclenche une reconfiguration des réseaux neuronaux au moment où l'enfant se rend compte qu'il a commis une erreur, ce qui lui permet d'affiner ses réponses suivantes et de se corriger. Le cerveau, pour apprendre, a besoin de savoir se corriger. Il a besoin de signaux d'erreur. On pense d'ailleurs que c'est un principe très général. C'est-à-dire qu'entre différentes aires du cerveau, il y a des messages qui s'échangent en permanence et qui disent « je prédisais A, mais j'ai reçu B, il faut que je corrige cette erreur ». Et c'est en propageant ces signaux d'erreur que le cerveau parvient à corriger ces modèles du monde extérieur. Alors tout à fait en amont, il y a l'erreur que nous recevons du monde extérieur. Nous avons besoin de savoir que nous nous trompons. Si j'attrape un objet, par exemple, pensez à un tout petit enfant, un bébé qui est en train d'essayer d'attraper des objets. Eh bien, il essaye, ça ne marche pas, et puis à un moment, il reçoit le feedback tactile, ça y est, j'ai réussi à attraper l'objet. Ce message va se propager dans son cerveau et va lui permettre d'ajuster tous les systèmes de contrôle de son bras. Eh bien, c'est la même chose pour des apprentissages plus complexes. Le plus important, c'est de savoir exactement où on s'est trompé, d'où venait cette erreur, comment je peux la corriger. Les recherches en neurosciences montrent aussi l'importance d'une correction rapide après l'apprentissage, avec des tests ou des quiz, parce que l'activité de restituer des savoirs permet de mieux les retenir. C'est une belle étude dans Science qui a comparé des enfants qui passent tout leur temps à essayer de mémoriser en regardant le manuel, et puis d'autres enfants, ou des adultes d'ailleurs, qui alternent entre mémorisation et test. Mémorisation et test. Et même à temps constant, donc le fait de se tester enlève du temps de mémorisation, et pourtant c'est cette condition-là qui conduit aux meilleurs résultats. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on se teste, on reçoit un feedback et on se rend compte qu'on ne sait pas. Alors que quand on étudie, on est face au manuel, on a une impression de savoir. On a l'impression que tout est en tête. Et en réalité, les informations sont en tête, elles sont en mémoire de travail, mais elles ne sont pas nécessairement en mémoire à long terme. Ce qui va vérifier que l'information est en mémoire à long terme, c'est le test. Et donc, la meilleure pédagogie, ça consiste à avoir des moments d'apprentissage explicites et puis très rapidement des périodes de test où l'enfant peut valider ses connaissances et découvrir qu'il sait ou au contraire découvrir qu'il ne sait pas, qu'il doit encore travailler. Et on recommence, on alterne. Par exemple, un quart d'heure d'apprentissage, un quart d'heure de test et les résultats sont optimaux. Fais confiance à ta mémoire. Ce mécanisme cérébral de correction d'erreurs est au cœur des travaux de l'équipe du laboratoire du professeur Houdet, qui mène dans la région de Caen un ambitieux programme de recherche avec des élèves de CM1 et CM2. Dans ce logiciel, l'enfant doit maintenir en mémoire une séquence de points, puis essayer de la reproduire sans se tromper. Cela entraîne sa mémoire de travail, la mémoire temporaire,
et lui permet de visualiser ses erreurs. J'hésite entre les deux cases. C'est pas grave, tu donnes, tu tentes, et tu vois, en plus ça marche. Il t'a pas mis que c'était faux. Moi, je sais clocher. Ok, alors essaye de te reconcentrer. Les erreurs ont vraiment un statut positif dans l'apprentissage. Donc c'est vraiment un travail très fin, celui d'instituteur. Et je me permets de le dire puisque je l'ai été. C'est un travail très très fin. Il faut s'intéresser à chaque enfant, s'intéresser à leurs erreurs. Alors, vous imaginez que vous êtes l'enfant et que je suis, ce qui est le cas, le psychologue. Et je vous montre, c'est ce matériel. Voilà. Si vous présentez un jeune enfant ces deux alignements de jetons et vous lui dites est-ce qu'il y en a pareil, le même nombre ou pas pareil dans ces deux alignements. Très tôt, l'enfant va vous dire il y en a pareil. Et Piaget avait cette idée absolument géniale de faire ce que je vais faire devant vous. Voilà. Et on repose la même question à l'enfant. Et là, vous observez que tous les enfants du monde, jusqu'à 7-8 ans à peu près, vont dire ah ben non, là il n'y en a plus pareil, tu vois bien. Il y en a plus là parce que c'est plus long. Vous dites à l'enfant aussi, Louise a 25 billes, elle a 5 billes de plus que Léo. Combien Léo a-t-il de billes? À l'école primaire, en général, dans la classe, beaucoup d'enfants répondent je sais, 30. Ils entendent le mot plus dans la question. Or, il faut inhiber l'addition après le plus pour réaliser une soustraction et faire 25 moins 5 égale 20. Et l'intelligence, finalement, c'est cela. C'est être capable de résister à ces automatismes, d'aller au-delà. Et cette inhibition préfrontale qu'on a vraiment localisée dans le cerveau, elle sert à ça. Prendre du recul par rapport à ces automatismes quand c'est nécessaire. Et c'est essentiel pour l'école. À Caen, l'équipe du professeur Houdet fait passer des tests à des enfants depuis septembre 2016. Objectif, évaluer l'efficacité des logiciels que les chercheurs ont conçus pour entraîner le contrôle inhibiteur des enfants et leur mémoire de travail. Dans ce protocole de recherche, in fine, il y aura 150 enfants. On a un entraînement à la mémoire de travail, un entraînement à l'inhibition, qui est cette capacité à bloquer des automatismes, parce qu'on sait que c'est une des capacités qui prédit le mieux ou le plus la capacité à être adapté à son environnement et notamment la réussite scolaire et puis plus tard la réussite universitaire. Donc il y a un vrai enjeu à savoir si on peut d'une certaine manière entraîner le muscle même de l'inhibition. Donc on a imaginé plusieurs jeux sur cette tablette à faire à la maison, 15 minutes par jour, 5 jours par semaine, pendant 5 semaines. Et dans la situation où on entraîne le contrôle inhibiteur, on a notamment 2 jeux. On a un jeu qui est tiré d'une tâche extrêmement classique de la psychologie cognitive qui s'appelle la tâche de Stroop. On a des mots de couleur et la tâche du sujet, c'est simplement de dire la couleur de l'encre dans laquelle le mot est écrit, en ne tenant pas compte de la couleur dénommée par le mot. Et le deuxième type de jeu, qu'on appelle le jeu du stop signal, là l'enfant doit simplement dire si une flèche est orientée vers la gauche ou vers la droite, et de temps en temps, il y aura un bip, et à ce moment-là, l'enfant ne doit pas appuyer sur le bouton réponse. Et donc ça, pour nous, c'est une autre façon de mesurer ses capacités de résistance à un automatisme, cette fois-ci qui est beaucoup plus moteur, beaucoup plus comportemental. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu du projet, c'est de se dire, est-ce que c'est possible, en 5 semaines, de renforcer cette fonction ? Les chercheurs réalisent avec chaque enfant 3 séances d'IRM, avant le début de l'entraînement sur tablette, juste après, au bout de 5 semaines, pour mesurer si les capacités cognitives se sont améliorées, et 2 mois plus tard, pour voir, en cas d'amélioration, si elles perdurent. Ils devraient recueillir leurs premiers résultats dans 1 an. D'accord. La séance d'imagerie par résonance magnétique dure 45 minutes, avec un aimant qui produit un champ magnétique de 3 Tesla et qui fait beaucoup de bruit. Ça va toujours, Nicolas? Est-ce que c'est clair pour toi, Nicolas? Oui, mais on
commence par quel jeu là? Vu que j'ai pas très bien entendu, mais je connais les consignes. Les consignes du jeu de la stop signal, Nicolas. D'accord. Super, alors c'est parti. On a construit avec mon laboratoire un programme inédit pour précisément voir si l'usage de l'interaction avec un écran dans un jeu éducatif qui entraîne ces fonctions exécutives du cerveau, l'attention, l'inhibition des distracteurs, le contrôle de soi, peuvent être utiles pour les apprentissages scolaires fondamentaux, lire, écrire, compter, raisonner, mais aussi pour respecter autrui. Pour respecter autrui, vous devez, grâce à votre cortex préfrontal, inhiber votre égocentrisme, c'est-à-dire votre façon de voir les choses, et activer le point de vue de l'autre, et faire une synthèse. Votre point de vue, le mien, celui encore de quelqu'un d'autre. Et donc, c'est très lié à l'adaptation sociale. Quelqu'un qui a de bonnes fonctions exécutives peut mieux contrôler ses impulsions, programmer ses actions, résister à une impulsion immédiate pour faire quelque chose qui est utile à son apprentissage ou à son métier. Le quatrième et dernier grand mécanisme cérébral de l'apprentissage, c'est la consolidation, qui passe par la répétition. Plus une connexion synaptique est sollicitée, plus elle se renforce et plus l'information circule rapidement. À l'inverse, une connexion neuronale non stimulée tendra à disparaître. C'est ainsi que les réseaux de neurones se réorganisent sous l'effet de l'apprentissage. Ce qui est fondamental dans l'apprentissage, c'est de le consolider, de le rendre automatique. De sorte qu'on n'a plus besoin de mobiliser les ressources de cette attention exécutive, on n'a plus besoin du cortex frontal, on peut réaliser une activité de façon automatique. Donc cette étape de consolidation est absolument indispensable pour pouvoir passer à l'apprentissage suivant. Il faut que j'automatise la lecture pour pouvoir comprendre le sens du texte. Il faut que j'automatise le comptage pour pouvoir faire des calculs. Il faut que j'automatise le calcul pour pouvoir réfléchir aux problèmes arithmétiques qui m'est posé, etc. Depuis une vingtaine d'années, les neuroscientifiques découvrent également que le sommeil joue un rôle fondamental dans le processus de consolidation des apprentissages. Ce mécanisme est encore loin d'être totalement décrypté aujourd'hui. Mais les chercheurs observent que la performance des élèves à des tests est améliorée après une simple sieste. On va commencer le repos, Nicolas. Je vais te demander de fermer les yeux et de laisser aller tes pensées. Le sommeil consolide les apprentissages. C'est une période où le cerveau est encore actif et en fait il se rejoue ce qu'il a entendu ou ce qu'il a vu pendant la journée. Et on le voit littéralement, si on enregistre des neurones dans le cerveau pendant le sommeil, on voit des patrons d'activité qui rejouent ce qui s'est passé pendant les heures précédentes de veille. Et on pense que ce sont des signaux d'apprentissage parce que lorsqu'on se réveille le lendemain matin, eh bien, les compétences sont meilleures. On a l'impression de n'avoir rien fait, il n'y a pas eu d'apprentissage explicite, mais implicitement, dans notre cerveau, les choses se sont consolidées. Il y a des études qui montrent que les troubles de l'attention sont parfois, pas toujours, mais parfois, dus à un manque de sommeil. On corrige le sommeil et les troubles de l'attention des enfants s'en vont. On fait une pause, c'est ton doute? Tu peux les enlever les bouchons si tu veux, on les remettra tout à l'heure. Est-ce que tu as un verre d'eau? D'où l'idée de préconiser en classe et de fractionner les apprentissages. Il a été démontré scientifiquement que si vous faites la même durée d'apprentissage, mais tout regroupé, par exemple, une même journée, ou le même apprentissage, la même durée, mais fragmenté au long de la semaine, les apprentissages sont beaucoup plus solides et se stabilisent à long terme après un apprentissage fragmenté. Il y a plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est le rôle du sommeil. Les sciences cognitives ont permis des avancées majeures dans la compréhension des 4 grands piliers de l'apprentissage: l'attention, l'engagement actif, la correction d'erreurs et la consolidation. Mais ces découvertes peuvent-elles réellement permettre de construire une autre école plus performante, alors qu'en France, plus de 1 enfant sur 5 sort chaque année du primaire sans savoir correctement lire, écrire et compter? Les sciences cognitives peuvent-elles aider les écoliers de demain à mieux maîtriser ces savoirs fondamentaux? Sur le plateau de Saclay, près de Paris,
Les chercheurs du centre Neurospin en sont convaincus. C'est ici que le professeur Dehaene a créé en 2002 une unité de neuroimagerie cognitive qui est en pointe dans l'exploration des bases cérébrales de la lecture et du calcul. Le cerveau du bébé que nous avons étudié au laboratoire présente toute une série de faisceaux de connexion. Les petits-enfants démarrent dans la vie avec un matériel cérébral extrêmement organisé, pas du tout une table rase, une ardoise vierge qui ont été les métaphores pendant des années. J'ai beaucoup travaillé sur la manière dont les nombres sont représentés dans le cerveau et on s'est aperçu que non, le sens des quantités, c'est-à-dire des nombres approximatifs, était présent pratiquement dès la naissance. Les petits-enfants vont regarder plus longtemps lorsqu'il y a une violation des règles de l'arithmétique. Par exemple, je prends un cache comme ça, je cache un objet derrière, je cache un deuxième objet derrière, je baisse le cache, l'enfant s'attend à 2. S'il voit 4 objets, alors là, il est surpris, il va regarder longtemps. Donc la mesure du temps de regard nous donne une indication sur ce qu'il a compris. On s'aperçoit que même les tout petits ont déjà des intuitions arithmétiques. Par contre, la lecture, c'est une activité que l'évolution n'avait pas anticipée, mais nous réutilisons des circuits anciens pour ce faire. C'est ce que j'ai appelé la théorie du recyclage neuronal. Lorsqu'une personne apprend à lire, eh bien, il y a une région tout à fait particulière du cortex occipito-temporal de l'hémisphère gauche, donc une aire visuelle, qui se spécialise pour la reconnaissance des mots écrits, qui fait qu'on peut traiter rapidement une chaîne de lettres qu'on perçoit sur la rétine. Ce circuit intervient dans la représentation des objets et il les reconnaît de façon identique, qu'ils soient orientés dans un sens ou dans l'autre. Donc il a une invariance en miroir. Et lorsqu'on apprend des lettres, on applique d'abord cette invariance aux lettres. Donc on pense qu'un P et un Q, c'est la même chose, ou un B et un D. Et il faut du temps pour désapprendre cette notion-là. Donc le déchiffrage est une étape absolument indispensable. L'enfant doit commencer par l'apprentissage des correspondances entre les lettres, les graphèmes, les combinaisons de lettres, et puis les sons du langage, les phonèmes. Lire des lettres est donc difficile, car le cerveau utilise pour cela des réseaux de neurones initialement dédiés à la reconnaissance visuelle des objets. D'où l'intérêt de la méthode de lecture dite syllabique, qu'on appelle traditionnellement le b.a.-ba, et qui consiste à déchiffrer de manière très explicite chaque caractère ou séquence de caractères. En France, où la liberté pédagogique des enseignants est inscrite dans la loi depuis 2005, certaines écoles s'appuient sur ces découvertes scientifiques et expérimentent des projets qui poussent encore plus loin qu'ailleurs l'apprentissage du b.a.-ba. Comme ici, à Calais, dans le quartier populaire de Fort-Nieulais. À l'école publique Oran-Constantine, classée en réseau d'éducation prioritaire renforcée, les enseignantes mènent depuis 2011 un projet d'apprentissage de la lecture développé par l'association Agir pour l'école, celle qui avait financé l'expérience de Céline Alvarez à Gennevilliers. Dépêchez-vous! Un programme qui repose sur un enseignement très intensif du décodage des correspondances entre les lettres et les sons. Allez, on est arrivé où? Mettez-moi votre doigt. Là. Super. Allez, c'est à ton tour, Heidi. Tu regardes bien les lettres. Regarde tes lettres. Oui. Oui. Bravo, c'est très bien. Tu avais fait 35, tu as fait 34. Bravo, c'est bien. C'est la systématisation de la lecture des syllabes et de la lecture des mots. Le but étant d'améliorer son temps de lecture pour que vraiment ces syllabes soient automatisées et qu'elles ne leur posent plus de soucis lors de la lecture de mots ou de phrases, pour ensuite pouvoir travailler sur la lecture de texte. Donc c'est pour ça qu'on les chronomètre en 1 minute. Bravo. 18. Tu as réussi à améliorer ton temps. C'est bien. Tu me donnes ta feuille? On sait par des mesures répétées qu'on a faites que les enfants qui ont un niveau initialement assez fort vont avoir besoin de quelques heures pour apprendre à lire, disons de l'ordre de 5 heures d'interaction avec leur enseignant, alors que les enfants les plus faibles auront besoin de 7 fois plus, donc de 35 heures.
Alors la spécificité, on le voit tout de suite dans une classe du programme, ça va être que le travail va se faire uniquement en petits groupes, à faible effectif, pour les élèves les plus faibles. Ils vont avoir par exemple 2 séances par jour dès le début de l'année, alors que les enfants des groupes forts ou moyens n'auront qu'une séance. Et en fait, on voit que ces 30% d'enfants qu'on repère dès le début de l'année peuvent tout à fait arriver à une vitesse de lecture qu'on appelle aussi fluence, comparable à celle de la moyenne nationale. Autour de 70 mots minute, 80 mots minute. En réalité, un enfant a besoin de savoir lire des textes de son niveau avec une vitesse suffisante. Et c'est ça qui va effectivement marquer son aptitude à ensuite pouvoir comprendre des textes. Boucle, ensuite le U. C'est quoi ça? Point, l'envers. Ensuite. Aujourd'hui, en France, la méthode syllabique est utilisée par tous les enseignants. Les neurosciences ont contribué à trancher la violente polémique qui l'a longtemps opposée à la méthode dite globale, une méthode qui consiste à faire reconnaître aux enfants l'ensemble du mot, sa forme, et qui donne de moins bons résultats car elle active une aire de l'hémisphère droit du cerveau, et non le circuit de la lecture de l'hémisphère gauche. Tu vas pas écrire novembre. Pendant longtemps, l'école a vraiment travaillé avec une intuition, parfois géniale, de certains enseignants, mais parfois avec de mauvaises intuitions. Et on est arrivé à cette idée un peu étrange de lecture globale. On va flasher des mots aux enfants sans leur expliquer, et on se rend compte des années plus tard que ça ne marche pas. C'est pour ça que je pense qu'il faut une éducation fondée sur la preuve. Ne pas soumettre les enfants aux aléas de telle ou telle idée, de tel ou tel homme politique, mais tester systématiquement ce qui marche et ce qui ne marche pas sur une base scientifique. La plupart des enseignants français utilisent en fait aujourd'hui une approche mixte qui combine plusieurs méthodes de lecture, car une méthode syllabique stricte comporterait aussi des inconvénients. C'est ce qu'a constaté notamment le professeur Roland Guagou, qui a dirigé une vaste étude sur l'enseignement de la lecture dans 13 académies et plus de 130 classes. Une méthode syllabique stricte, ça serait donc une méthode qui enseignerait, comme le font tous les maîtres, les correspondances entre les lettres et les sons de manière explicite, mais qui rajouterait des exigences. On ne donne à lire aux enfants que des mots totalement déchiffrables. Et on s'interdit de laisser les enfants mémoriser des mots entiers, avec la hantise du fait que ça soit de la globale, des mots entiers dont ils ne connaîtraient pas toutes les correspondances lettres-sons. Par exemple, les prénoms des enfants de la classe. Si vous avez Raoul et que vous n'avez pas encore étudié le OU qu'il faut, alors ces prénoms-là ne doivent pas circuler, ne doivent pas être affichés, ne doivent pas être lus parce qu'ils seraient reconnus globalement. Les jours de la semaine n'auraient pas plus droit de citer les prépositions, les articles, etc., tant qu'ils n'auraient pas été intégralement étudiés, ne pourraient pas exister. Ce qui donne, des supports d'enseignement de la lecture qui sont assez, croquignolesques, parce que vous vous privez de choses très, très, très fréquentes et vous n'avez pas le droit d'écrire la date au début de l'année. Donc, ce serait extrêmement contre-productif. Si la question de l'enseignement de la lecture reste sensible, c'est parce que les résultats ne sont pas bons. Selon le test Pearls, le programme international de recherche en lecture scolaire, les performances des élèves français de CM1 en compréhension de l'écrit étaient en 2016 parmi les plus mauvaises en Europe, et elles se dégradent depuis 15 ans. Pour essayer d'améliorer l'apprentissage de la lecture, les équipes de chercheurs, comme celle de Stanislas Dehaene, développent aujourd'hui des applications sur tablette, notamment le jeu sérieux Élan. Un test à très grande échelle est mené depuis septembre 2016 avec 1200 élèves dans 45 classes de CP de l'Académie de Poitiers, comme ici, à l'école de Nieuil-l'Espoir. Les enfants s'entraînent sur une tablette 3 fois par semaine, 20 minutes par jour. Et c'était le bon temps, 20 minutes, ou est-ce que plus ou moins aurait été mieux pour... Non, moins pas possible, ça aurait été trop court. J'imagine. Plus, au niveau de la tablette, souvent, 20 minutes, c'est ce qu'il faut. Plus ils demandent à arrêter 20 minutes. Ah oui, je suis impressionnée à quel point ils m'ont dit. Super. Les
lettres font les sons dans les mots. Les initiales du jeu Élan signifient environnement ludique d'apprentissage basé sur les neurosciences. Bonjour mon ami. Lis bien. A. L'enfant entend un son élémentaire, le phonème, et il doit choisir le caractère correspondant, le graphème. A. Et il s'entraîne à ce décodage de manière répétée. A. A. G, comme bague. Le grand but du logiciel Élan, c'est de consolider l'apprentissage graphème phonémique, donc les lettres et les sons, vraiment automatiser ce processus. Ça, c'est vraiment la première brique de l'apprentissage de la lecture. Donc, ils vont entendre un son, A ou Ba, ça peut être une syllabe ou la lettre sol, et il doit aller trouver cette lettre aussi vite que possible. Donc, on est vraiment dans l'automatisation, lettre, son. Excellent, tu as gagné. Dans les enseignants impliqués, au départ, on avait effectivement des retours qui disaient finalement, on n'est pas sûr que ça change tant de choses que ça. Et c'était dans le travail d'accompagnement aussi, d'être là et de dire attention, on ne vous propose pas quelque chose qui doit révolutionner. Et je pense que même chez nous, on a plein de connaissances dans les sciences cognitives, mais on n'a pas toujours des connaissances de ce qui marche dans la classe. Parce que prendre quelque chose qu'on a vu au laboratoire et mettre ça dans la classe, c'est toute une autre histoire. Donc là où on espère vraiment voir quelque chose de différent, c'est sur le temps de lecture d'1 minute. À Marseille, à l'école publique Les Abeilles, un autre logiciel d'automatisation de la lecture a été testé en 2017 avec 3 classes de CP. Les enfants ont utilisé la tablette 20 minutes par jour, 4 fois par semaine, pendant 3 mois. Baptisé Graphogame, le jeu fonctionne comme Élan sur des exercices répétés d'association entre des sons et des séquences de lettres. Plus les enfants progressent dans le jeu, plus le niveau devient difficile, avec des syllabes, puis des mots et même des phrases. Vandale. Ça veut dire quoi pour la maison? Moi, j'ai une liste pour manger. Vandale. Graphogame a été inventé dans les années 1990 par des neuropsychologues finlandais pour consolider l'apprentissage de la lecture chez des enfants dyslexiques. Depuis 2014, il a été adapté au français, puis testé d'abord dans des groupes de soutien de plusieurs écoles françaises par les chercheurs du laboratoire de psychologie cognitive de l'Université d'Aix-Marseille. Graphogame a été utilisé pour les enfants dyslexiques au sein de l'école. On a montré des effets bénéfiques pour les enfants en grande difficulté dans des groupes de soutien, mais on ne sait pas encore, est-ce que ça sera un outil pour tout le monde? Là, on teste dans le CP, à grande échelle, tout venant, donc ce n'est pas uniquement les enfants en difficulté, toutes les classes sont mixtes, et on veut savoir justement qui va bénéficier, quand, à quel rythme, à quelle dose. On y va? On se met dans la même petite salle que la dernière fois. Pour mesurer les progrès des enfants, l'équipe de chercheurs leur fait passer des tests de lecture avant et après l'entraînement sur tablette. Tu t'installes sur la chaise bleue en face? Ils utilisent notamment le test classique dit de l'Alouette, qui contient des mots difficiles pour des enfants et qui permet de déterminer leur âge de lecture. Les chercheurs comparent aussi les résultats en lecture des enfants avec ceux d'une autre classe de CP située juste à côté, une classe dite contrôle ou groupe témoin, avec des enfants qui n'utilisent pas le logiciel de lecture, mais un logiciel de mathématiques. L'objectif, pouvoir vérifier si les progrès des enfants ne sont pas seulement dus à leur enthousiasme de participer à une expérience scientifique et d'utiliser une tablette. Un effet motivationnel bien connu des chercheurs qu'ils appellent « effet Hawthorne », du nom de l'usine américaine près de Chicago où il a été découvert dans les années 1930. En fait, il y a un effet Hawthorne, donc il y a un effet du simple fait de participer à une expérimentation scientifique. On peut avoir une motivation des enfants, on peut avoir une motivation des enseignants, et donc on a un biais en fait, qui est créé
dès lors qu'on intervient dans un milieu vivant réel. Donc c'est évident que pour éviter ce biais, il est nécessaire d'avoir un groupe témoin qui fasse autre chose que Graphogame, mais qui utilise quand même des tablettes et qui participe à une expérimentation, qui fasse des tests, etc. Très bien, tu le dis bien fort, tu prononces bien comme il faut. Hein. Vas-y. Tol. Bol. Tu le redis s'il te plaît? Bol. Bol. Allez, vas-y, tu lis jusqu'au bout. Les logiciels sur tablette sont-ils une piste intéressante? Peuvent-ils aider les enfants à progresser dans la consolidation de la lecture et à améliorer leur performance scolaire? Les chercheurs en sciences cognitives l'espèrent. Mais à Marseille, les premiers résultats de l'expérimentation avec Graphogame ne sont pas ceux qu'ils attendaient. On n'est pas totalement... on a constaté quelque chose qui était un effet motivationnel énorme, mais dans les deux groupes. Donc à la fois dans le groupe mathématique et dans le groupe de lecture. Et on a constaté, parce qu'on a des tests avec des normes, et on a constaté qu'en 3 mois de jeu effectif, ils ont gagné 5 mois en âge de lecture. Mais le groupe contrôle aussi. Mais le groupe contrôle aussi, voilà. Le groupe contrôle aussi, c'est un effet motivationnel. Dans ce test pilote, avec seulement 3 classes, les enfants qui ont utilisé le logiciel de lecture n'ont donc pas obtenu de meilleurs résultats que les autres. En janvier 2018, les chercheurs ont lancé une nouvelle expérimentation dans 30 classes avec l'espoir d'obtenir de meilleurs résultats. Nous, on a des petits résultats, mais c'est le début. En CP, les enfants ont des scores qui bougent un tout petit peu. Ça dépend évidemment de la dose et on est encore en train de voir ce qui va être nécessaire. Quelques dizaines de minutes par jour. C'est peut-être pas suffisant, mais c'est un petit effet. On a la chance de participer à cette aventure scientifique, c'est-à-dire que les sciences de l'éducation deviennent vraiment des sciences avec des évaluations, des pré-tests, des post-tests, un groupe expérimental, un groupe contrôle. Et comme il y a le label bio, bon pour le corps, dans le domaine de l'alimentation, je pense que nos sociétés vont souhaiter un label qualitatif bon pour le cerveau. Mon rêve, c'est d'arriver à comprendre suffisamment le cerveau des enfants et des adolescents face aux apprentissages scolaires pour qu'ensuite on puisse avoir des vraies préconisations en partenariat avec le monde de l'école pour changer la pédagogie et changer l'éducation en France.